Roger Chaud, nous vous saluons. J'espère que vous m'entendez très bien. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission de chaque semaine, Analyse politique, émission dans laquelle nous essayons, dans la mesure de nos possibilités, de parler de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un pays que nous aimons, qui est très cher à nous et qui fait face à d'énormes difficultés, malgré tout ce qu'on dit de bien, malgré les progrès annoncés. La Côte d'Ivoire qui connaît des situations dans lesquelles les populations sont les laissées pour compte, et d'ailleurs une population qui parle, mais dont personne n'entend la voix. Ce soir, chers auditeurs, nous parlons de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Pourquoi nous voulons parler de la cherté de la vie? Mais parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons entendu parler de l'IDH, donc l'indice de développement humain, qui circule en ce moment sur toutes les lèvres, et nous sommes convaincus que certains de nos auditeurs ne savent peut-être pas ce que ça veut dire, l'IDH, l'indice de développement humain. C'est un indice qui permet de mesurer le niveau de pauvreté ou de richesse de la population, contrairement au PIB qui, lui, mesure plutôt la richesse des pays. Et donc, dans les années 90, deux individus ont décidé de créer cette nouvelle manière d'évaluer les pays pour voir quel est le niveau de pauvreté des populations. L'IDH, donc, est un baromètre qui permet au monde entier de savoir si dans votre pays, les populations sont à l'aise. Donc, ça parle du bien-être de la population. Ça parle du vécu agréable du peuple. C'est-à-dire, c'est cet indice-là qui peut nous permettre de dire que l'Ivoirien vit bien, l'Ivoirien mange bien et l'Ivoirien dort bien. Évidemment, nous n'oublions pas le discours du président de la République qui a été donné le 18 juin. Un discours d'ailleurs qui était très attendu, très attendu par la population. Peut-être aussi parce que beaucoup parmi le peuple avaient pensé que c'est à cette occasion que le chef de l'État allait annoncer s'il serait candidat ou pas. Donc, certains sont sortis un peu déçus. Mais de façon générale, tout ce que le président a dit, c'était un bilan de son règne pendant 13 ans. Donc, il a parlé des accomplissements du gouvernement, de son gouvernement et lui. Il a même félicité certains ministres qui ont bien travaillé et c'est à l'honneur des Ivoiriens. Alors, ce soir, la raison pour laquelle nous parlons de l'IDH, elle est très simple. La grande question, c'est est-ce que la position de la Côte d'Ivoire dans le classement est ressentie dans le quotidien des Ivoiriens? Nous avions déjà posé cette question, mais nous n'avions pas eu le temps d'aller en détail. Et ce soir, nous voulons vraiment prendre notre temps pour en parler parce que, vous savez, au-delà de la politique, au-delà des visions politiciennes, des manipulations politiciennes de chaque parti, au-delà du fait que chacun tire la couverture de son côté ou bien que certains veulent faire passer d'autres pour le grand méchant, il s'agit de l'intérêt du peuple ivoirien. Il s'agit du bien-être des Ivoiriens. Est-ce que l'Ivoirien mange à sa faim? Est-ce que l'Ivoirien peut se déplacer de chez lui à son travail et retourner convenablement? Est-ce que l'Ivoirien a un lieu où il dort et où il dort en paix? Vous savez, on peut dormir quelque part et puis avoir le stress d'une menace de destruction ou de casse, comme ce qu'on a vu tout récemment, et ça continue
c'est pas encore arrêté. Des églises ont été cassées, des mosquées ont été cassées. Donc, est-ce que l'Ivoirien vit bien ou bien alors il vit dans une sorte de psychose, craignant que d'un moment à l'autre, on vient lui arracher le seul bien qu'il a pu acquérir pendant toutes ces années de travail. Beaucoup de ces personnes sont à la retraite, d'autres sont pour ne pas dire certaines femmes, sont des veuves, des enfants sont des orphelins. Et donc, est-ce que l'Ivoirien vit bien? Est-ce que la majorité des Ivoiriens vivent bien? N'oublions pas que l'IDH est une mesure qui va de 0 à 1, et donc on ne dépasse pas 1. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment meilleur, vous devez être dans 0,900 et quelques ou 800 et quelques, alors vous êtes en bonne position. Alors, quand nous avons essayé de voir quels sont les pays qui sont en tête, nous avons vu par exemple la Norvège, nous avons vu les États-Unis, nous avons vu la France. D'ailleurs, la France et les États-Unis, je crois, en 2022, les États-Unis faisaient 0,927, ainsi que la France. Nous n'avons pas pu trouver les chiffres de 2024. Donc, il y a de cela 2 ans, certains pays occidentaux étaient déjà en tête de classement, avec la Norvège qui, elle aussi, se positionne très bien. Alors, la Côte d'Ivoire est à un IDH de 0,550, c'est-à-dire juste le milieu. Nous sommes à la moyenne. Pour que ceux qui ne comprennent pas cela comprennent mieux, ça veut dire, si vous allez dans une classe, vous prenez les élèves, vous faites un classement, et dans ce classement-là, eh bien, il y en a qui ont 10 de moyenne. Alors, ceux qui ont 10 de moyenne, puisque les moyennes sont sur 20, on dit souvent qu'ils ont une moyenne, sinon ils ont la moyenne, parce qu'ils sont dans la dizaine. S'ils étaient en 9, on dit qu'ils sont en dessous de la moyenne. Donc, la Côte d'Ivoire est juste au milieu, 0,550, et le porte-parole du gouvernement dont j'ai regardé le clip parlait de manipulation et de politique. Donc apparemment, pour notre jeune frère, les politiciens utilisent cela comme leur chou gras pour accuser le gouvernement de ne pas travailler. Je crois que jusqu'à ce jour, si quelqu'un dit que le gouvernement ne travaille pas, la personne serait de mauvaise foi, parce que quand même, le gouvernement a travaillé. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il pense être juste. Il fait ce qu'il pense être bien pour le pays. Il fait ce qu'il pense pouvoir contribuer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mais la question est celle-ci. Est-ce que ce que le gouvernement fait profite au peuple ivoirien? Je vous donne un exemple. Quand le gouvernement décide, par exemple, au risque de me répéter, veuillez me pardonner pour ce pléonasme, donc quand le gouvernement ivoirien décide de construire l'autoroute qui va jusqu'à Jacquesville, depuis Abidjan-Yopougon, en passant par Dabou, la grande question c'est qu'est-ce que les Ivoiriens retirent de ces contrats? Je me rappelle que j'étais allée à Abidjan à cette époque et j'étais très ravie d'ailleurs de voir des frères noirs sur le terrain en train de travailler. Mais est-ce que ce sont eux qui ont eu le contrat? Puisqu'on nous parlait des Chinois qui ne taxaient pas plus cher comme la France. Et à un moment donné, ce fut la course vers les Chinois, des contrats chinois. Alors, est-ce que quand le gouvernement décide donc de créer des emplois, est-ce que cela profite au peuple ivoirien? Parce que, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que il faut que le gouvernement arrive à permettre au peuple de vivre, que ce soit par le travail ou bien par des contrats dans la construction ou bien même dans les petits métiers, dans l'informel où les gens, la femme qui vend ses arachides au bord de la route, est-ce qu'elle réussit à nourrir ses enfants? Est-ce qu'elle peut vous dire que oui, je fais un bénéfice fou sur mes arachides et ça me permet de scolariser mes enfants? Alors, vous savez, le discours politique
et le discours du peuple parfois ne sont pas vraiment en phase. Et c'est cette réconciliation entre le discours politique et le discours du peuple-là qui permet à beaucoup de personnes aujourd'hui de dire que ce sont des fadaises. Permettez que j'utilise ce mot, c'est-à-dire ce sont des fables que le gouvernement raconte au peuple parce que ce que le peuple vit n'est pas ce que le gouvernement dit dans les bureaux ou dans les grandes salles. Et c'est un grand problème parce que normalement, quand un pays s'enrichit, le peuple doit ressentir la richesse. Quand un pays s'enrichit, le peuple doit pouvoir se prendre en charge. Alors, le SMIC en Côte d'Ivoire est monté à 75 000. Beaucoup d'Ivoiriens ont jubilé, mais croyez-moi, 75 000, c'est quoi comparé aux frais de transport que cette personne doit payer pour aller et venir pendant 30 jours? Bon, enlevons les quatre week-ends. Donc, pendant au moins 2 fois 4, ça fait quoi? 2 fois 4, ça fait 8. Donc, pendant au moins 22 jours, quelqu'un doit pouvoir quitter sa maison à Abobo, se rendre au port d'Abidjan, travailler et recevoir 75 000 francs CFA. Et dans ces 75 000, la personne doit payer son loyer qui peut-être est à 40 000, son transport qui dans tout le mois va certainement coûter peut-être 30 000 ou 25 000, et puis sa nourriture au travail, et la nourriture de sa famille à la maison, et les cas imprévus, quelqu'un tombe malade, un enfant est blessé, il y a un accident, comment est-ce qu'on fait? Alors, vous voyez que quand les gens parlent, ce n'est pas parce que quelqu'un est contre le gouvernement, mais c'est tout simplement parce qu'on fait des analyses. Et les analyses nous permettent de comprendre que, attention, oui, on peut avoir monté le SMIC, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ce SMIC-là permet à l'Ivoirien de vivre bien? Quand nous connaissons la Côte d'Ivoire, écoutez, il n'y a pas longtemps, je demandais comme ça à mes sœurs de m'acheter des escargots au marché. Et je précise, je veux les gros escargots. Alors, écoutez très bien, 4 gros escargots, pour ne pas dire ici la dame est gentille, 5, font 5 000. 5 escargots à 5 000 francs CFA. Combien doit-on envoyer au marché pour manger décemment? 1 kilo de bœuf à 3 000 et quelques. Combien de francs la ménagère qui habite à Yopougon, quelque part là-bas, va prendre pour faire son marché pour pouvoir nourrir ses enfants? Vous voyez donc que c'est difficile. Et même si on me dit, vous n'êtes pas obligé de manger des escargots de 5 000, il n'y a pas de problème. Mais même les petits escargots qui ne sont pas encore formés, ils font 4 tas à 1 000 francs ou à 2 000. Or, il y a des familles où c'est 500 francs par jour pour le repas de toute la famille. Alors, il est important que le gouvernement se penche sur ces cas de pauvreté et non pas sur la position, le positionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, parce que ça n'intéresse vraiment pas le pauvre. Ça ne touche vraiment pas celui-là qui n'arrive pas à manger. Alors, si je vais dire à un pauvre papa qui travaille dans une compagnie, il est peut-être gardien de l'immeuble, il est là assis, on lui donne 40 000 par mois. Et je vais dire à ce papa, oh, le vieux, écoute, la Côte d'Ivoire a grimpé, hein, nous sommes à 0,550, notre IDH est monté. Il va me regarder pour dire, mais ça veut dire quoi? Parce que ça n'affecte pas la vie, le quotidien de l'Ivoirien. Et c'est là où nous avons le problème. Alors, comment fonctionne l'IDH? Pour ceux qui ne le savent pas, cet indice-là, c'est un indicateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un indicateur du bien-être. Donc, ça veut dire que quand on nous dit qu'on est à 0,550, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour que le peuple ivoirien puisse avoir de la nourriture. Comme disait un leader politique, parce que ce soir, je ne parle d'aucun leader en particulier, comme disait donc un leader politique, il faut que les entrées que le gouvernement reçoit, donc la richesse dont parle le gouvernement, il faut qu'elle profite à tout le peuple. Il faut qu'il y ait une redistribution des richesses pour que le peuple puisse comprendre. Quand quelqu'un va au champ pendant 6 mois,
sous le soleil, sous la pluie, au risque de se faire piquer par un serpent, parfois même de marcher sur des ronces ou bien quelque chose. Quand quelqu'un met sa vie en danger pour produire le café ou le cacao ou même de la banane, mais il faut que cette personne ressente que ce qu'elle a produit lui profite. Et non pas que quand j'ai fini de produire mon cacao, on me dit je vais être payé demain, comme si j'étais un fonctionnaire. Donc vous voyez que l'IDH, à ce moment précis, n'a aucune valeur pour cette personne. Parce que normalement, l'IDH devait permettre à cette personne de bien vivre. Alors, l'IDH compte trois aspects. Ces deux messieurs-là ont sélectionné trois aspects qui leur permettent de déterminer si un pays est pauvre ou si le pays est riche. Enfin, si le peuple vit bien, je devrais dire. Parce que si le pays est pauvre ou riche, ça c'est plutôt le PIB qui le fait, où on fait la somme de tous les salaires du pays pour voir un peu à quel niveau se trouve ce pays. Mais ici, la première chose qu'on regarde dans l'IDH, c'est la longévité, c'est-à-dire l'espérance de vie. L'Ivoirien, aujourd'hui, quand il naît, combien d'années a-t-il à vivre? Si on prend en considération les soins médicaux, l'accès aux hôpitaux dont a parlé le président, la disponibilité des médicaments, les frais de consultation, la nourriture, le bien manger, le bien se tenir, voilà, tout ça qui permet à l'homme de vivre longtemps. Est-ce que cet Ivoirien va vivre longtemps? Alors, nous savons qu'aujourd'hui, la longévité d'un Ivoirien, c'est quoi, 60 ans? Pendant que dans les pays européens, nous assistons à une longévité de parfois 80 ans, où on constate même que les populations sont vieillissantes, puisqu'il y a plus de vieux parfois que de jeunes. Les gens ne font pas trop d'enfants à cause des situations économiques. Ils se contentent d'un bébé et puis ils sont à l'aise parce qu'il faut bien vivre sa vie. Alors, on se pose des questions. Chez nous en Afrique, combien de personnes ont la possibilité de vivre au-delà de 60 ans? Donc, l'IDH de la Côte d'Ivoire nous dit clairement que l'espérance de vie est limitée. Un Ivoirien devrait pouvoir vivre jusqu'à 80 ans, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup meurent, pas parce que c'est leur destin, comme nous le croyons en Afrique. Quand quelqu'un meurt, dit non, c'est Dieu qui a voulu, non, parce que la personne n'a pas pu être sauvée à cause de la cherté de la vie, à cause de la cherté des frais de consultation, à cause de la cherté des médicaments, à cause de la cherté des dialyses et de tous les examens importants. Quand quelqu'un fait une crise d'insuffisance rénale primaire, la personne n'a rien, la personne n'a pas d'argent et les prises en charge ne sont pas là. Elles sont devenues pratiquement inexistantes. La deuxième chose, c'est quoi au niveau de l'IDH que les gens regardent, c'est l'éducation. C'est-à-dire, combien de personnes vont à l'école par an en Côte d'Ivoire? Combien d'enfants, ont accès à l'éducation dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Combien d'enfants dans chaque famille? Combien de personnes réussissent à rester à l'école? Parce que le tout, ce n'est pas d'aller à l'école, mais c'est de pouvoir continuer. Et beaucoup d'enfants quittent l'école, pourquoi? Parce que papa n'a pas d'argent pour payer les fournitures ou bien pour payer les frais scolaires. Et puis, bon, les enfants restent à la maison. Donc, ça aussi, ça permet de déterminer si la population vit bien ou bien si la population vit mal. Alors, la troisième chose, c'est le niveau de vie des gens, leur niveau de vie qui est basé en fait sur le revenu national, voilà, brut, voilà, par habitant. Voilà, ce sont des termes techniques. Ça veut simplement dire le total de tous les salaires et tout ça qui sont perçus pendant une période donnée. Voilà, ça permet de voir si ce pays-là, si la population s'en sort ou elle ne s'en sort pas. Alors, donc, la Côte d'Ivoire est 159e, pour ne pas dire peut-être 163e d'après d'autres statistiques,
et il y a 193 pays. Alors, imaginez si on vous dit que vous êtes 159e, ça veut dire qu'après vous, il y a seulement 30 pays ou 33 pays, 34 pays, faites les calculs. Ça veut dire qu'après vous, il y a une trentaine de pays. Donc, on est à 193 et nous ne sommes pas centième. Nous ne sommes pas centième ou 90e pour dire, oh, nous sommes au milieu. Alors, il faut faire attention à cette manière d'analyser les résultats que nous avons. On nous dit que la Côte d'Ivoire est moyenne. Elle est moyenne sur la liste, mais justement, elle est encore pauvre parce qu'elle est 159e. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que, heureusement que le président de la République a dit qu'il allait travailler encore sur le domaine des logements sociaux et puis sur le coût de la vie sur lequel il n'a pas perdu trop de temps. Il n'a pas donné de détails. Mais ça veut simplement dire qu'on est encore parmi les pauvres. C'est-à-dire qu'on est même parmi les derniers. Parce que quand même, la moyenne de 193, si je ne me trompe pas, c'est 90 plus. Et si nous sommes jusqu'en bas de l'échelle là-bas, il y a seulement 30 personnes après nous, peut-être que si nous avons un peu de chance, dès que nous entrons dans la case supérieure, on ferme la porte derrière nous. C'est-à-dire nous sommes les derniers des passants. C'est ce que ça veut dire. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire est sortie de l'auberge? Non. Est-ce que le gouvernement doit continuer à s'enorgueillir avec des chiffres qui n'ont aucun sens pour la population? Nous disons non. Le gouvernement doit se pencher parce que jusque-là, jusqu'à ce jour, le coût de l'électricité n'a pas encore été touché. Il est toujours pareil. Les gens continuent de recevoir des factures faramineuses. Ça veut donc dire que les populations ne sont pas à l'aise. Donc, l'IDH que nous avons là, il est sur papier. Nous sommes moyens, mais dans la réalité, le peuple est pauvre. Et ça, il faut que ce soit corrigé. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure avec mes bien-aimés collaborateurs qui me rejoignent ici tous les soirs pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Et puis, nous voulons aussi aborder le problème du port d'Abidjan, qui, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, un béret. Voilà, c'est un béret qui a été un secret d'État, qui a été lâché par un Français, peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte, et qui dit comme ça que le port autonome d'Abidjan est géré par le groupe GEOS, c'est-à-dire, il a été très clair, géré sur le plan de la sécurité, géré sur le plan du personnel, géré sur le plan des salaires, des entrées et des sorties. C'est la partie, moi, qui m'intéresse, les entrées et les sorties. Le port autonome d'Abidjan, qui est l'un des secteurs les plus productifs de la Côte d'Ivoire, est géré par un groupe français. Et ce groupe-là a le monopole sur le port. Donc, tout ce qui entre au port, s'il y a des bateaux qui arrivent, tout ce qui est vendu, c'est leur recette. S'il y a des bateaux qui sortent et que les gens payent les frais pour accoster au port, ou bien ils payent les frais pour que les bateaux restent là pendant un moment, le temps de charger les conteneurs et tout ça, les taxes et tout ça, ça ne va pas dans le trésor ivoirien, ça va directement dans ce groupe français. C'est un gros désastre, mes chers amis. Chers Ivoiriens, c'est un gros désastre pour la Côte d'Ivoire. Alors, où est-ce que le gouvernement va prendre l'argent pour rembourser les 33 000 milliards? J'ai toujours l'habitude de dire 300 000 milliards. Certains ont peut-être dû dire, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Mais écoutez-moi bien, quand vous prenez 33 000 milliards, ça c'est ce que vous avez pris. Mais au bout d'un certain temps, avec le principe de la dette, il y a un intérêt qui est là-dessus. Alors, est-ce que vous connaissez le taux d'intérêt sur les 33 000 milliards? Est-ce que c'est 29%? Est-ce que c'est 30%? C'est 35%? Et surtout que la Côte d'Ivoire est un pays qui est très endetté et qui est pauvre, ça veut donc dire que le taux d'intérêt sera forcément élevé parce que celui qui lui prête l'argent n'est même pas sûr que la Côte d'Ivoire peut rembourser. Donc, il faut sécuriser ce crédit qu'on donne à la Côte d'Ivoire en lui imposant des taux d'intérêt assez énormes. Comme ça, on est sûr qu'au moins on pourra rattraper son argent. Alors, vous imaginez, si le port est géré par des Français, avec quoi allons-nous rembourser les dettes du pays? Voilà la grande question. L'impôt qui génère, alors qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers l'intérieur, on met des impôts sur les Ivoiriens et le petit salaire qu'on leur donne,
on leur arrache ça au travers des impôts, au travers du coût de carburant, au travers des loyers élevés, au travers de la TVA, de toutes ces taxes qu'on met sur les fonctionnaires. Et donc, le gars qui devait recevoir le fameux SMIG à 75 000 francs, quand on enlève toutes les taxes, la retraite et tout ça, on lui donne net peut-être 52 803 francs. 3 francs qu'il ne peut pas utiliser en Côte d'Ivoire. 803 francs que aucune banque ne va accepter de changer. Donc, non seulement on lui enlève des taxes, mais en plus, on lui donne de l'argent qui n'a aucune valeur pour lui. Même si vous lui donnez 3 francs, 4 francs, 2 francs, 5 francs, lui, la pièce de 5 francs peut être utilisée. Mais les 4 francs, la banque, au bout de 10 ans, ne reprendra pas les 4 francs pour changer, comme on fait dans les pays européens. Donc, vous voyez qu'on pousse le citoyen, on le pousse et on veut le maintenir dans la pauvreté. Et ce soir, nous disons que c'est dommage. Je voudrais encore dire bonsoir à tous les auditeurs du Jacques Roger Show qui nous rejoignent ici tous les soirs. Je ne sais pas si M. Adjaï nous a rejoints. Bien